Près de 10 000 personnes défilent dans les rues de Nantes pour une Bretagne réunifiée. Ils veulent profiter de la réforme territoriale pour rattacher leur département à la Loire-Atlantique, à la Bretagne. La Loire-Atlantique n'aurait jamais dû être séparée des 4 autres départements. Une option pour le moment écartée par le gouvernement. Il faut bien que le peuple se bouge, sinon les politiciens ils font ce qu'ils veulent. Et ils ne demandent surtout pas au peuple, ils ne demandent rien du tout. Dans cette foule, des militants de tous bords, des écologistes à l'UMP, du PS à l'UDI, en passant par le Parti breton ou encore le collectif des Bonnets rouges. À l'origine de ces manifestations, la réforme territoriale de François Hollande qui veut créer de grandes régions à l'échelle européenne. Ce sera tout l'enjeu de la réforme de notre organisation territoriale de grandes régions. Les Français ne peuvent pas attendre. Le président frappe un grand coup avec la réforme territoriale qui remanie la carte de France en faisant passer le nombre de régions de 22 à 14. Une réforme qui va vite tourner au casse-tête identitaire, administratif et parlementaire. On ne découpe pas les régions en fonction du poids de tel ou tel grand ténor socialiste. Peut-être que le calendrier, monsieur le ministre, n'est pas absolument génial quand la moitié des sénateurs de l'Assemblée sont renouvelables. Ce qui est ringard, c'est d'imaginer qu'on va refaire la France en 3 journées de débat. Nous allons vous raconter le bras de fer entre le gouvernement et les sénateurs sur la réforme territoriale. Un projet de loi qui touche particulièrement la Haute Assemblée, représentante des collectivités locales. Aujourd'hui, on n'a aucune garantie, c'est rien de le dire, sur le fait que ce texte passe. Mais la volonté du gouvernement, c'est que le débat ait lieu, c'est que la réforme se fasse, mais pas dans les approximations, dans les raccourcis, dans les amalgames. Après l'échec cuisant des municipales et des européennes, François Hollande a besoin d'une réforme emblématique pour relancer son quinquennat. Il joue alors son va-tout avec la réforme territoriale. Objectif, s'attaquer au millefeuille administratif, une réforme a priori bien perçue par les Français. Le 3 juin 2014, il publie une tribune dans l'ensemble de la presse régionale, ainsi qu'une nouvelle carte de France de 14 grandes régions, avec une condition: on ne détache pas un département de sa région d'origine. Hervé Lebras est démographe. Auditionné par le Sénat, il regrette que l'Élysée n'ait consulté aucun expert. Ça s'est tramé dans un très grand secret, ou du moins ça s'est tramé au sein d'un univers politique très étroit. Donc je ne peux pas dire, moi je n'en ai eu que des échos vraiment parcellaires, mais je peux vous donner un exemple d'écho. À midi, le lundi qui précédait la décision, puisqu'elle a été annoncée le mardi matin, le lundi à midi, la région des Pays de la Loire était regroupée avec la région centre. On faisait une grande Loire, si vous voulez, d'Orléans à Saint-Nazaire. Et à 7 h du soir, la région des Pays de la Loire était mise avec le Poitou. Et on m'a assuré que c'était sûr, c'était acté, et on me demandait mon avis, qui a d'ailleurs été négatif. Et puis, à 8 h, j'ai eu un coup de téléphone des gens des Pays de la Loire, avec qui je suis en relation depuis longtemps. Ils m'ont dit non, maintenant, on vient d'apprendre qu'on restait seul, qu'on restait la région des Pays de la Loire. C'est donc une indication que ça s'est fait vraiment dans une précipitation. Un découpage fait dans la précipitation, mais l'idée, elle, n'est pas nouvelle. Depuis 20 ans, les rapports s'accumulent et proposent de réformer la carte. Et les deux arguments phares du président ne datent pas non plus d'hier. Le premier, avoir des régions fortes de taille européenne. Le second, faire des économies en simplifiant le millefeuille territorial. On peut arriver à une dizaine de milliards d'euros d'économies. Parce que 10 milliards d'euros, c'est à peu près 5% de la masse globale des collectivités locales. La masse globale des budgets des collectivités locales, c'est 250 milliards. Mais une étude de 2008 vient tempérer ces propos. Commandée par le Conseil régional de Haute-Normandie lui-même, elle porte sur l'impact économique de la fusion entre la Haute et la Basse-Normandie. C'est la seule étude exhaustive sur ce sujet. Ses conclusions: le mariage coûterait jusqu'à 15 millions d'euros dans les 10 premières années. La fusion ne rapporterait de l'argent qu'au bout de
de 25 ans. Vous avez des économies d'échelle liées à une mutualisation en fait d'un certain nombre de travaux, de fonctions, mais ces économies d'échelle, elles sont quand même limitées. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des lycées, vous avez des lycées en Basse-Normandie, des lycées en Haute-Normandie, vous n'allez pas les regrouper pour faire des économies d'échelle. Il y a peut-être un petit peu d'optimisme sur la mutualisation et les économies d'échelle qui peuvent résulter des fusions. Si la fusion entre la Basse et la Haute-Normandie semble aller de soi, d'autres régions ont peur d'y perdre leur identité. Face à ces craintes, le Premier ministre Manuel Valls s'engage personnellement et n'hésite pas à aller rassurer les élus locaux, comme ici à Annonay, en Ardèche. Ce sera donc pour beaucoup de Français un changement, mais un changement qui ne menace en rien nos identités régionales, elles existent, nos identités locales. Les identités locales ont traversé l'histoire au-delà des découpages administratifs et elles continueront de le faire grâce notamment à vous tous, élus, qui savez faire vivre les spécificités de nos territoires. Une France d'abord découpée en départements après la Révolution. Il a fallu attendre 1954 pour qu'il soit regroupé en régions. Ici, vous avez Nantes, vous avez... Le père des régions, c'est cet homme, Serge Antoine, à l'époque jeune énarque à la Cour des comptes. En 1954, il est chargé de dessiner ces nouvelles entités administratives et s'appuie sur les découpages de plusieurs administrations comme l'armée ou les eaux et forêts. Un travail qui lui prendra près d'1 an. Je me suis rendu compte que c'était très difficile de travailler parce que chaque administration n'avait pas le même découpage de la France. Certains avaient découpé la France en 8 grandes régions, d'autres en 25, comme les conservations des eaux et forêts. Avec sa femme Aline, il va travailler sur des calques qu'il mettra directement sur les fenêtres. Et si certains mariages vont de soi, d'autres relèvent de critères plus artificiels, comme le trafic téléphonique. Si la Lozère téléphone plus à Montpellier et moins à Marseille, je l'ai rattaché à Montpellier. 21 régions sortent des cartons, mais pour leur père lui-même, il fallait aller plus loin. À l'époque, j'ai écrit un article en 59 pour dire attention, on fait ça, c'est bien, c'est commode, c'est rapide, c'est pas coûteux, mais il faut aller plus loin. Et il faudrait regrouper les régions, ou il faudrait qu'elles se regroupent. À l'époque, ces régions restent purement administratives. Pour qu'elles aient du pouvoir, il faudra attendre les lois de fer de 1982 et des élections au suffrage universel direct. Depuis, la réforme du territoire est un serpent de mer. Beaucoup de dirigeants politiques s'y sont frottés et ont échoué. Comme le général de Gaulle, avec son fameux référendum de 1969. Plus récemment, en 2008, Nicolas Sarkozy lance la création du conseiller territorial, une des réformes phares de son quinquennat. Il s'agit d'une simplification et d'une amélioration considérable. Mais ce n'est pas une solution simpliste. C'est une solution qui fait fi des querelles sans fin et sans issue entre les pro-départements et les pro-régions. Ce n'est ni la mort des régions, ni celle des départements, c'est l'émergence d'un pôle région-département doté d'un élu commun. Vraiment, plus je travaille, plus je me demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Une réforme qui ne verra pas le jour. Elle sera supprimée par François Hollande à son arrivée au pouvoir. Le 18 juin dernier, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, présente sa loi en Conseil des ministres. C'est le premier volet de la réforme territoriale. Que contient-il? Principalement la carte des régions de François Hollande et un nouveau calendrier pour les élections départementales et régionales. Le jour même, Bernard Cazeneuve est auditionné au Sénat, chambre par excellence des collectivités, et donc saisi en premier sur ce texte. Pour la première fois, le ministre se retrouve face aux sénateurs. J'ai plaisir à être avec vous quelques heures après que le texte a été présenté en Conseil des ministres, parce que je sais l'importance que revêt pour votre Assemblée. Le ton est courtois, mais le message, lui, est ferme. Ce que nous souhaitons, c'est ne pas attendre davantage, c'est prendre le risque d'essayer,
c'est de faire des propositions qui ne sont pas un solde de tout compte, parce que dans cette Assemblée, les propositions ne sont jamais un solde de tout compte. Monsieur Grosdidier. Monsieur le ministre. Le ton monte rapidement, car les sénateurs, eux, ont une autre préoccupation, les élections sénatoriales du 28 septembre. Et le texte arrive au pire moment au Sénat. Pour la première fois dans l'histoire de la République et peut-être de l'État français, parce que même sous l'Ancien Régime, ça ne se serait jamais produit comme ça, on a quand même eu des régions, des immenses régions, dont une qui va réunir le plateau de Langres à la baie de Somme et l'autre La Rochelle à Bourges, qui ont été définies en une après-midi par les caprices de cour et non pas par une réflexion approfondie. Alors, je crois, Monsieur le ministre, j'espère que le Sénat pourrait s'exprimer dans toute sa sagesse pour retravailler cette cartographie. Et si vous voulez vraiment, vous tenez absolument à des grandes régions, et que vous voulez des régions pertinentes, je ne vois pas en quoi le fait d'éventuellement séparer un département de sa région d'origine serait un tabou absolu qui serait absolument inviolable. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui considèrent qu'il y a les bons modernistes et les mauvais conservateurs, et que les mauvais conservateurs seraient plus particulièrement représentés dans cette Assemblée. Je remercie Monsieur le ministre Bernard Cazeneuve de son sens de la pédagogie. Mais le temps presse. Le gouvernement veut une adoption définitive du texte avant la fin de l'année. Il demande donc une procédure accélérée. Il y aura bien 2 lectures dans les 2 chambres, mais sans le délai de 6 semaines entre la présentation en Conseil des ministres le 18 juin et l'arrivée du texte au Sénat le 3 juillet. Derrière les échanges policés, la fronde s'organise. D'un côté, socialistes, verts et centristes, le clan des défenseurs du texte. De l'autre, une alliance de circonstances entre communistes, UMP et radicaux de gauche opposés au projet de loi. Premier grief, le calendrier. On ne souhaite pas un débat à la hussarde. Il faut effectivement prendre le temps de ce débat, y compris un débat public avec la population sera à mon avis absolument nécessaire. Et donc par exemple nous sommes effectivement contre les procédures d'urgence que le gouvernement voulait tenter d'imposer pour permettre de faire adopter, y compris donc en juillet, très rapidement un texte comme celui-là. Autre grief, le texte porte sur la carte et le calendrier des élections locales, mais pas sur les compétences des régions. Les sénateurs accusent le gouvernement de mettre la charrue avant les bœufs. Si le gouvernement comprend qu'il vaut mieux attendre l'automne et le débat sur les compétences pour faire en même temps les compétences et la carte, eh bien, on travaillera ensemble au mois d'octobre. Mais on ne refait pas la carte d'abord et les compétences après. Des critiques sur la procédure, mais aussi sur le fond. Les sénateurs de départements ruraux s'inquiètent plus particulièrement de l'enclavement de leur territoire dans ces nouvelles régions. Quand on fait de très grandes régions et qu'on supprime les collectivités de proximité, ça pose un problème considérable. Quand par exemple le département que je représente est rattaché à Lyon, Rhône-Alpes, à 11 heures de train aller-retour ou à 9 heures de route aller-retour, ça pose quand même un vrai problème. Il y a un autre problème qui est fondamental, c'est la représentation des départements à faible démographie. Il y a 15 ou 20 départements où il y a une démographie faible. Dans les nouvelles régions, ils sont complètement sous-représentés, voire pas représentés du tout. D'ailleurs, dans le texte de loi du gouvernement, il y a une garantie d'un élu régional minimum par département. Que peut faire un élu d'un département dans un conseil régional de 150 élus ? Le soir même, les opposants au texte gagnent une première bataille. Ils obtiennent la création d'une commission spéciale pour examiner la loi, qui va recommencer à zéro le travail sur ce texte. Chaque sénateur peut désormais postuler pour en faire partie. C'est la première réunion de la commission. C'est la première, donc on va élire le président, le rapporteur, le bureau, mettre en place le calendrier d'audition, puisqu'on n'a que quelques jours. La commission spéciale représente tous les groupes politiques au Sénat, en fonction de leur poids dans l'hémicycle. Il y a donc une majorité contre cette réforme. Certains socialistes y voient un moyen de ralentir le texte. Il y a toujours des gens qui feront des petites manœuvres
Ceux qui sont contre vont essayer de mettre des petits obstacles comme ça. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. La procédure parlementaire, les obstructions parlementaires, mais je connais ça par cœur. On s'en sort toujours. Ce qui compte, c'est le fond. Et le fond, c'est que je veux des régions fortes dans ce pays. C'est important. Non mais c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Après une heure de discussion, l'UMP Jean-Jacques Hyest est nommé président de cette commission spéciale. Mais celui qui doit monter au front, c'est lui, Michel Delbarre, le rapporteur du texte. Le groupe socialiste est assez cohérent dans sa démarche et qu'on va sans doute réussir à... Mais est-ce qu'on arrivera à pousser tout le monde dans le même sens? C'est pas encore garanti. Oh, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile, mais on est tout de même l'Assemblée qui représente les collectivités territoriales. Notre boulot, c'est de faire avancer ce type de texte. Voilà. Et pour cause, la commission a tout juste une semaine pour faire des auditions et élaborer un nouveau texte à partir de celui du gouvernement. Des auditions qui tournent vite au bureau des plaintes. Chez moi, ça va se traduire dans les zones à 7 habitants au kilomètre carré, sachant que la moyenne de ce département... Des plaintes concernant la carte, bien évidemment, mais aussi le sort des départements. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, la carte des régions pourrait être modifiée en sortant des départements de certaines régions? Le département, c'est quand même le lieu de la mutualisation, le lieu aussi de la garantie de l'égalité des droits. En filigrane, à horizon 2020, le président Hollande a annoncé la suppression des conseils généraux, une mesure qui touche directement beaucoup de sénateurs. Sauf Retailleau. On sent très bien qu'il est très difficile à chacun de sortir du rôle qu'il a sur les territoires. Par exemple, vous sentez qu'au-delà, pour être très clair, au-delà des clivages politiques, les présidents de conseils généraux sont sur, alors pas tous, mais la grande majorité, mais pas tous, sont sur une position d'incompréhension par rapport à une évolution du département. Une semaine de travaux qui se solde par un échec. La commission spéciale n'arrive pas à se mettre d'accord sur sa version du projet de loi. Par 16 voix contre 14, le texte est rejeté. Le rapporteur lui-même, pourtant socialiste, s'abstient. Le travail de la commission part à la poubelle. C'est donc le texte du gouvernement qui sera présenté en séance. La commission spéciale, en tout et pour tout, elle a dû faire 4 heures ou 5 heures d'audition, à la va-vite. Elle s'est réunie un jeudi matin et on a redessiné une carte en 3 quarts d'heure. Est-ce que vous pensez sérieusement, est-ce que les Français peuvent penser sérieusement qu'on découpe de grandes régions de cette manière-là en 3 quarts d'heure, au gré des rapports de force entre tel ou tel président de région? Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire ce qui va sortir de la séance. On est en train de crisper la totalité des territoires français et le fait que même des socialistes ne votent pas le rapport ce matin prouve bien que le consensus est quasiment impossible à faire si on ne laisse pas plus de temps au territoire. Dans les territoires aussi, la bataille s'organise. En Picardie, c'est le conseil régional lui-même, dirigé par le socialiste Claude Gewerck, qui fait campagne contre le projet de loi. On nous dit vous allez vous marier avec Champagne-Ardenne et les Picards disent nous sommes Picards et nos cousins germains sont les ch'tis. Je sens une opposition très très forte des Picards à aller se marier avec Champagne-Ardenne. Une campagne du conseil régional largement diffusée sur Internet. Il paraît que la Picardie, on voudrait la faire disparaître. C'est vrai, mais on ne nous a pas demandé la permission. Et c'est non. Au Sénat, les opposants au texte vont désormais utiliser toutes les procédures pour bloquer cette réforme. D'abord, l'alliance de circonstances entre UMP, radicaux de gauche et communistes saisit le Conseil constitutionnel et fait retirer le projet de loi de l'ordre du jour. Motif, l'étude sur les conséquences de la réforme fournie par le gouvernement leur semble insuffisante. En fait, cette étude d'impact, il n'y a pratiquement rien dedans.
Ça a été fait sur le coin d'une table, et donc nous avons dénoncé cela en disant oui pour travailler, mais avec des éléments fiables. Le Conseil constitutionnel déboute les opposants et conforte la position du gouvernement. 24 heures de perdu pour le texte, mais ces opposants ne désarment pas. Il y a encore des moyens de procédure qui sont à notre disposition, par exemple une motion tendant à soumettre le texte à un référendum. Ça, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce que vont demander les groupes communistes et radicaux de gauche, une motion référendaire. Pour qu'elle aboutisse, il faut une adoption par les deux chambres. Messieurs, prêts à aller défendre les territoires? Comme d'habitude. Le Sénat adopte la motion, mais l'Assemblée, elle, ne veut pas de ce référendum sur la question des régions. Cette nouvelle manœuvre des opposants au texte échoue. Est-ce que c'est vrai, on fait tout pour ralentir? Oh non, ça pas, de toute façon, c'est le gouvernement qui veut trop accélérer. Donc on le freine un petit peu, mais c'est normal, ça fait partie du jeu parlementaire. Enfin, ce qui m'étonne, c'est que certains aient complètement perdu la mémoire. Parce qu'on nous faisait, quelquefois ça faisait 3 jours avant de commencer un texte, quand la gauche socialiste était dans l'opposition. 3 jours, ils arrivaient à nous faire toutes les procédures, les machins, les suspensions, tout, le quorum, enfin on nous a tout fait. Alors qu'on ne vienne pas ensuite nous dire qu'on fait du retardement. Le jeudi 3 juillet, avec 48 heures de retard sur le calendrier, le texte arrive enfin en séance au Sénat pour un dernier et long bras de fer. En première ligne, Bernard Cazeneuve, venu défendre sa loi. Derrière le cérémonial, les deux camps affûtent leurs armes. Ils savent que le combat sera rude, mais ignorent combien de temps il va durer. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. C'était pas très élégant, mais c'était surtout une faute de nous mêler, M. Crattinger et moi, en permanence à ces réformes. Auteur du rapport Crattinger-Raffarin sur la réforme territoriale en 2013, salué par l'ensemble de ses collègues, Jean-Pierre Raffarin donne un premier coup. Annoncer en même temps la grande région et la suppression du département, c'est s'en prendre à la proximité, c'est s'en prendre à la décentralisation. Parce que et à la tribune, il va même prendre directement le ministre, à partie. Et je vous assure que votre réforme, si vous nous la confiez, vous la sortirez, alors que vous-même, vous êtes aujourd'hui en situation très difficile pour sortir quelque chose de positif. Imperturbable, le ministre de l'Intérieur répond point par point aux attaques, avec ce flegme qui est sa marque de fabrique. Monsieur Raffarin, je n'ai jamais dit que vous préconisiez la suppression du département. Je dis simplement, parce que je suis précis et rigoureux, que vous préconisez qu'on fasse de grandes régions et que vous dites dans le rapport, ce qui est vrai, que ce qui compte pour les régions de demain, c'est leur taille, parce que c'est la taille de la région qui fera la pertinence de son efficacité. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre des idées qui ont été développées dans des rapports parlementaires, même s'ils ont été rédigés par des sénateurs de l'opposition, et c'est ce que nous faisons. La séance est levée. La guerre d'usure commence. Désormais, il faut tenir. Les sénateurs quittent l'hémicycle après minuit. Ils ne sont toujours pas rentrés dans le vif du texte. Et dans les couloirs, les tractations vont bon train. Une carte qui n'aura pas un consensus, une carte qui sera, pour ceux qui l'auront voté, pour le gouvernement, ce sera infernal. Vous avez vu la carte, vous avez vu la carte des cantons. Non mais faites le droit d'option pour les départements. Voilà, vous réglez 10 ou 15 départements. La nuit sera courte pour les sénateurs, mais leur portera-t-elle conseil? Le lendemain matin, vendredi 4 juillet, deuxième journée de séance et deuxième round sur ce texte. Au cœur du débat, le premier article de la loi, la carte. Le gouvernement maintient la pression. Si l'article 1 tombe, le texte est vidé de sens. J'espère que les sénateurs ne vont pas s'arrêter à l'article 1er, que le débat va pouvoir aller jusqu'au bout du texte. Ce serait utile pour le gouvernement, parce que je le répète, le gouvernement s'enrichit de tout ce qui peut se dire au Sénat, et ce serait utile aussi pour le Sénat de montrer qu'il a envie d'aller jusqu'au bout du débat, même si à la fin le texte est rejeté, qu'au moins on en débatte totalement. Les opposants au texte en décident autrement. Après plus de 7 heures de débat, sans surprise, la carte est rejetée. La carte n'était pas mûre.
Et ça arrange tout le monde de faire tomber l'article 1, puisque je crois que les désaccords traversaient les groupes dès qu'on rentrait dans le détail des fusions. Est-ce que la région centre allait avec les Pays de la Loire, les Pays de la Loire avec la Bretagne? On voyait que tout ça n'était pas encore mûr. Mais les ministres espèrent encore sauver les meubles. Il reste des articles à examiner, et notamment le calendrier des élections départementales et régionales. Prévues au printemps 2015, le gouvernement souhaite les reporter à décembre 2015. Oui. Vous souhaitez intervenir, Monsieur le ministre? Une suspension de séance? Non. Oui? Pour 5 minutes, ça vous va? Très bien. La séance est suspendue. Elle sera reprise à -25. Face à certains amendements déposés par son propre camp, Bernard Cazeneuve n'hésite pas à faire suspendre la séance pour recadrer ses troupes. Pour la première fois, le ministre semble perdre patience. Il organise un conciliabule dans un coin de la salle des conférences. Les sénateurs socialistes rentrent dans le rang. Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, la séance est reprise. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il y a tout lieu d'être rassuré, puisque nous avons le temps, puisque nous avons la méthode, puisque nous avons les précautions qui permettent d'éviter que ne se produise jamais ce que vous redoutez. Mais l'opposition au texte gagne une dernière bataille et fait supprimer l'article 12. Exit le nouveau calendrier. Pour l'adoption 184, contre 129, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Après 2 jours de débats houleux en séance, le Sénat adopte finalement un texte sans carte et sans calendrier. Non. Très brièvement. Non, non. Je vous en prie, je vous donnerai toute la soirée. Non, je vous avais dit que je ne parlerai pas ce soir. Un camouflet pour le gouvernement et la majorité au Sénat. C'est un sentiment de déception, de regret, parce que nous n'avons pas accompli l'œuvre que nous aurions dû accomplir. Le Sénat, Chambre des collectivités, aurait dû pousser ce texte, aurait dû améliorer la carte des régions, aurait dû avancer sur l'ensemble des articles. Je regrette qu'on transfère à l'Assemblée la totalité de ce texte sans avoir pu l'arranger, l'améliorer, le faire progresser, même si nous avons obtenu des avancées sur certains points, mais ce n'est pas l'essentiel. L'objectif, c'était de clarifier les compétences, c'était de faire des grandes régions, c'était de réaménager l'administration territoriale. Nous n'avons pas réussi à le faire. J'ai peur que le Sénat se soit tiré une balle dans le pied et j'espère que les gens ne se poseront pas la question de à quoi sert le Sénat si nous n'arrivons pas à avoir une majorité transversale sur des sujets comme cela. Le Sénat est libre. Il est évident que cela gêne beaucoup tous les gouvernements, quelle que soit la sensibilité politique de chaque gouvernement. Et pourquoi il en est voulu au Sénat? Parce que le Sénat a l'habitude de travailler sur le fond et d'exprimer sa liberté dans l'intérêt de la République. Le Sénat a donc adopté la réforme territoriale, mais un texte vidé de la substance voulue par le gouvernement, sans nouvelle carte, ni calendrier des élections locales. Parmi les apports de la Chambre haute, tout de même, une meilleure représentation des départements ruraux dans les conseils régionaux et un droit d'option pour les départements. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale a avancé et proposé son redécoupage. Au Sénat désormais d'imposer sa marque en 2e lecture à l'automne, une fois les élections sénatoriales passées, avec un nouveau président du Sénat et peut-être une nouvelle majorité. Chaque année, à la Pentecôte, la Feria de Nîmes attire près d'1